Les sanctions et la politique tarifaire du président américain Donald Trump ont entraîné une réduction significative des importations de ressources énergétiques russes par plusieurs pays, principalement la Turquie, ainsi que, pour l'instant, partiellement l'Inde et la Chine. Donald Trump exige activement que les pays de l'OTAN et les États européens cessent complètement d'acheter à la Russie et a menacé d'imposer des droits de douane élevés aux pays qui ne renonceront pas aux ressources énergétiques russes, ou même de ces ressources énergétiques qui sont ensuite acheminées vers des pays comme par exemple l'Inde, la Turquie, etc., sont transformées et ensuite réexportées. Ce n'est plus du pétrole brut mais des produits pétroliers. À la fin de l'année 2025, la Turquie a commencé à réduire sensiblement ses achats de pétrole russe en raison des nouvelles sanctions occidentales contre le secteur pétrolier russe et de la crainte de perdre la possibilité de réexporter du carburant vers l'Europe. Ils achètent à la Russie, transforment en produits pétroliers, puis revendent. L'Union européenne et les États-Unis ont dit qu'ils n'achèteraient pas et qu'ils imposeraient maintenant même des sanctions, c'est pourquoi l'Europe a décidé d'acheter ailleurs. Les plus grandes raffineries du pays ont augmenté ces derniers mois leurs achats de pétrole, non pas en provenance de Russie, mais surtout d'Irak et du Kazakhstan, pour éviter les risques de ces fameuses sanctions secondaires dont je parlais. Après l'introduction des dernières sanctions, particulièrement sévères, des États-Unis en octobre 2025, les exportations de pétrole russe ont commencé en général à diminuer de manière assez notable. Les entreprises russes Rosneft, Lukoil, auparavant il y avait Gazpromneft et Surgutneftegaz, ont été frappées par les sanctions. Cela représente environ 70% des exportations maritimes russes. Le fait que la Turquie achetait du pétrole rapportait à la Russie environ 10 milliards de dollars par an. L'Inde a ralenti ses achats de matières premières russes, mais disons, certaines entreprises de transformation indiennes sont très sérieuses, d'autres moins. Mais par exemple, Indian Oil Corp, qui est probablement l'une des plus grandes entreprises, n'a acheté à la Russie qu'environ 5% de son volume habituel d'achat en décembre. Pas 50%, mais 5%. Il semble que les achats de 2026 seront au moins un tiers inférieurs à ceux du début, de 2025. Les experts disent qu'à la fin de 2026, l'Inde cessera complètement d'acheter du pétrole à la Russie, ou bien elle continuera à en acheter, mais pas de façon régulière. Si l'on considère que l'Inde rapportait à la Russie 50 milliards de dollars par an, c'est un coup dur pour les revenus d'exportation russes. Immédiatement après l'introduction des sanctions sur le pétrole russe, la Chine a réduit ses achats de 50% par rapport à la même période de 2024. Si la Chine parvient maintenant à un accord avec les États-Unis sur les conditions des transactions commerciales, la Russie pourrait également perdre cet acheteur. Elle a déjà perdu 50% et elle pourrait en perdre 100, voire 86. En 2024, la Chine a acheté du pétrole russe pour 51 milliards de dollars. Perdre la moitié, c'est une perte. Perdre 90%, c'est perdre 45 milliards de dollars par an. En 2024, l'Union européenne a acheté du pétrole et du gaz russe maintenant pour 24 milliards de dollars. En 2025, les achats ont diminué à 5 milliards de dollars et dans un an, voire 2 au maximum, ils atteindront 0. Au Royaume-Uni, c'est séparé de l'Union européenne. 5 milliards en 2024. Il prévoit d'un de ne plus rien acheter en 2026. Au total, c'est une perte cumulée, selon ce qu'on appelle des estimations conservatrices, de 10 milliards pour la Turquie, plus 25 milliards pour l'Inde. Si la moitié des achats cesse, cela représente 25 milliards pour la Chine, 30 milliards pour l'Europe, incluant l'Angleterre et l'Union européenne, et 2 milliards pour le Japon et la Corée du Sud. Au total, les pertes de la Russie s'élèveront à 92 milliards de dollars par an, voire plus, par rapport à 2024 et aux 3 premiers trimestres de 2025. Avant que Donald Trump n'annonce ses sanctions, le revenu total de la Russie provenant de la vente de pétrole brut et de produits pétroliers s'élevait à 180 milliards de dollars en 2024. La perte de clients à hauteur de 92 milliards, soit la moitié des revenus,
réduira considérablement les bénéfices si les revenus pétroliers et gaziers diminuent de 90 milliards. Ce n'est pas loin de là. Le déficit budgétaire de la Russie augmentera de 5 à 7% du produit intérieur brut, ce qui entraînera une forte hausse des impôts et des taxes, ainsi qu'une réduction urgente des dépenses. Pourquoi faire? Pour la guerre, mesdames et messieurs, pour compenser les pertes de revenus, les autorités prévoient, les autorités russes, prévoient d'augmenter la taxe sur la valeur ajoutée. Actuellement, c'est 20, on ignore combien ce sera après. Ils évoquent 22 ou peut-être 25. Ils vont certainement élargir l'assiette fiscale. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'ils vont commencer à prélever des impôts sur la population qui, aujourd'hui, ne paie pas ses impôts, ou paie peu et devra payer plus. De plus, les taxes de transport et autres prélèvements seront augmentées. Même, selon les prévisions optimistes, ces mesures ne suffisent pas à équilibrer le budget. En d'autres termes, de nombreux programmes sociaux, subventions et projets d'infrastructures seront soit supprimés, soit au minimum réduits. La perte de recettes pétrolières importantes entraînera une grave pénurie de devises dans le pays et accentuera la pression sur le rouble. Sans l'afflux de pétrodollars, le taux de change du rouble en 2026 est prévu par les Russes entre 95 et 120 roubles pour $1. Eh bien, excusez-moi, il me semble 125, 175. Voilà, eh bien, excusez-moi pour ainsi dire, je peux me tromper. L'affaiblissement du rouble entraînera une hausse, une baisse du pouvoir d'achat, ce qui aggravera inévitablement la situation économique. Et surtout, le niveau de vie de la population, on peut baisser le niveau de vie de la population. Avant, il suffisait de la saucisse, de la vodka et un morceau de pain pour sentir quelque chose et aussi saler un concombre, oui. Mais si la saucisse et la vodka ne suffisent pas, c'est là que ça va commencer d'ailleurs. Bon, d'accord. Une crise structurelle, un choc systémique pour les finances russes et la stabilité du rouble, avec des conséquences fiscales et sociales inévitables, Inutile de préciser ce que cela signifie. Voilà, eh bien, en cas de déficit financier aigu, de déficit budgétaire aigu, de réduction des revenus pétroliers, les autorités sont obligées soit de serrer la vis. Ça, on sait faire chez nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire renforcer le contrôle, introduire des taxes supplémentaires, durcir la politique. Durcir la politique, cela signifie un durcissement. Nous savons ce que signifie le durcissement. Après tout, pour ainsi dire, de Poutine à Staline. Il reste encore quelques étapes à franchir. Soit ils réduisent les impôts pour les projets sociaux et de propagande, ce qui peut provoquer une crise de loyauté parmi la bureaucratie du groupe d'influence régional. Donc selon le budget, la dette intérieure, les nouveaux impôts, toutes sortes de changements sociaux vont commencer à se produire. Un bouleversement. Je ne veux pas dire, parce que je ne veux pas parler de ce que je ne sais pas. Parce que personne ne sait comment le peuple russe réagira à tout cela. Il se peut qu'il reste, pour ainsi dire, la vodka est de bon marché, il y en a, bon tant pis. Et comme à Résigil, on vivra comme ça, il y aura peut-être assez pour 2 villes, Moscou et Saint-Pétersbourg, pour ainsi dire. Rester encore et saisir, oui, tous les autres commenceront, pour ainsi dire, à être pressés, serrés là-bas, et ainsi de suite. Voilà. Y aura-t-il des protestations? Je ne sais pas. La plus grande manifestation dont j'ai entendu parler à Moscou était pour une raison vraiment terrible. Il y avait jusqu'à 60 000 personnes. Ils écrivaient « Waouh ». Ceux qui y ont participé disaient 100 000 alors que la police disait 20 mal. En gros, on peut dire ça. Les correspondants étrangers, après avoir compté là-bas, je ne sais pas comment ils font, ont dit qu'il y avait 60 000 personnes le plus grand. Moscou compte environ 10 millions d'habitants. Le plus grand était à Porto Rico, avec 3,5 millions de personnes. Quand ils ont eu des problèmes avec leur gouverneur là-bas, 1,5 million de personnes sont sorties manifester. Ici, il y en avait à peine 60 000. Personne ne s'en soucie, oui. D'autant plus que, disons,
Le comité, comment il s'appelle déjà, le service fédéral de sécurité, a toutes sortes de compétences. Enfin, disons là-bas. Ils communiquent souvent avec des intellectuels. Mais si c'est la classe ouvrière qui se lève, ceux qui n'ont rien à manger, eh bien, on verra. D'accord. Donc la réduction de la rente pétrolière va diminuer la capacité à consolider, à financer la politique étrangère, l'expansion extérieure, les projets internationaux, à soutenir les alliés, ce qui est aussi très important. Autrement dit, l'influence politique de la Russie sur la scène internationale va diminuer et la déstabilisation touchera aussi la machine militaire. C'est justement ce pourquoi prient les Ukrainiens. La perte de 90 milliards de revenus pétroliers menace de réduire la base de ressources nécessaires pour maintenir le pouvoir et soutenir les élites. C'est ça le plus important. De simples instabilités économiques, pour ainsi dire, ne mèneront probablement pas à des protestations. Mais l'affaiblissement de l'influence internationale et des positions géopolitiques dépend en grande partie de la situation financière de la Russie, et elles vont diminuer. C'est-à-dire que les amis et partenaires fidèles commenceront à regarder où ils pourraient aller, loin de la Russie. Cela obligera-t-il à changer de politique ? Probablement une révision des points clés du modèle de gouvernance. Probablement. On a déjà prédit à de nombreuses reprises que le régime de Poutine touchait à sa fin, mais comme nous pouvons le constater, la fin n'est pas encore arrivée. Ce qui est clair, c'est que la Russie devra revoir sa politique intérieure et extérieure, et j'espère vraiment que cette révision ira dans le sens d'une diminution de l'agressivité du régime. Comment cela devrait-il exactement se répercuter sur la guerre en Ukraine et sur le soutien aux terroristes de tous bords ? Oui, donc peut-être que la Russie décidera de mener une guerre de position et de dépenser moins pour celle-ci, ce qui ne nécessite pas de grandes dépenses, ou bien elle commencera des négociations sur la manière de mettre fin à cette guerre. Dans tous les cas, c'est bien meilleur pour la paix. Par paix, j'entends la paix sur la planète, la paix dans le monde entier, pour nous tous. Il serait bien meilleur que la Russie n'existe pas. Suite. Assez d'argent pour mener sa politique agressive et sanglante. Jusqu'à la prochaine rencontre. Rédacteur Semkin.